Dans cette vidéo, on va parler d'un sujet incontournable en course à pied d'endurance, la vitesse maximale aérobie, plus connue sous le nom de VMA. Alors, que vous soyez un coureur débutant ou que vous couriez déjà depuis quelques années, vous avez certainement déjà entendu ce terme. Pourtant, sachez que beaucoup de coureurs ne savent pas réellement ce qu'est la VMA, à quoi elle sert, ni comment l'utiliser intelligemment à l'entraînement. Et ici, justement, ça tombe bien, je vais vous expliquer tout ce que vous devez savoir sur la VMA, la fameuse vitesse maximale aérobie. Alors, on va voir ce qu'est la VMA, son lien avec le VO2 max, les différents types de séances VMA, les intensités de travail correspondantes, comment intégrer ce travail dans votre semaine d'entraînement, la planification, les principaux tests existants pour mesurer votre VMA, et enfin celui que je vous recommanderais personnellement d'utiliser pour votre test VMA. Alors installez-vous, on est parti. Salut, c'est Karim et bienvenue sur la chaîne Courir sans blessure. Je suis coach running diplômé d'État et coureur à pied d'endurance, spécifiquement sur les distances du 10 km au marathon. Alors ici, je vous aide à bien débuter et progresser sans blessure pour vous permettre de performer en course à pied d'endurance. Et spécifiquement justement sur les distances que je pratique, donc du 10 km au marathon. Mais sachez que même si vous souhaitez perdre du poids, améliorer votre forme et votre santé grâce au running, les conseils généraux que vous trouverez ici sur Courir sans blessure vous seront très utiles afin de bien pratiquer la course à pied pour pouvoir atteindre d'une part vos objectifs et peut-être vous en fixer de nouveau par la suite des objectifs de véritables coureurs à pied. Alors si vous souhaitez courir sans blessure et progresser réellement en course à pied d'endurance, abonnez-vous à la chaîne et laissez-moi un like. Et nous on attaque avec la première partie, la VMA, c'est quoi? Alors ça signifie vitesse maximale aérobie, on en a parlé déjà précédemment. Il s'agit de la vitesse de course correspondant à votre consommation maximale d'oxygène. Autrement dit, c'est la vitesse à laquelle votre organisme utilise le maximum d'oxygène qu'il est capable de consommer. Alors, lorsque vous augmentez progressivement votre allure de course, votre consommation d'oxygène elle va augmenter aussi. C'est physiologique. Plus vous courez vite, plus votre organisme a besoin d'oxygène, mais avec une petite limitation quand même. À un certain moment, vous atteignez votre capacité maximale d'utilisation de cet oxygène. Et du coup, la vitesse qui est associée à ce niveau limite, à ce niveau plafond, ça correspond à votre VMA. Cette valeur, elle va s'exprimer en km/h, pour des raisons évidentes pratiques sur le terrain. Et elle est généralement comprise entre 10 km/h pour le non-sportif sédentaire absolu et une limite maximale qui est établie autour de 24 km/h pour un coureur à pied d'endurance élite internationale. Donc vous voyez, ça fait un bon delta. Plus cette vitesse est élevée, et plus le potentiel aérobie du coureur sera important. Attention cependant, la VMA, c'est pas votre vitesse max. Si vous avez par exemple une vitesse une VMA autour de 16 km/h, vous êtes capable de courir bien vite pendant quelques secondes. La VMA, c'est bien la vitesse maximale aérobie, donc votre vitesse maximale dans la filière énergétique qui nous intéresse, la filière aérobie, où la fourniture énergétique est réalisée en présence d'oxygène. Alors voyons justement la relation entre la VMA et VO2 max. Alors pour comprendre bien la VMA, il faut comprendre son lien avec ce VO2 max. C'est quoi le VO2 max? C'est le débit maximal d'oxygène que votre organisme est capable de consommer et d'utiliser pendant un effort. Plus ce VO2 max est élevé, vous l'aurez compris, plus votre potentiel aérobie est important. Ce VO2 max, il s'exprime en millilitres par minute et par kilogramme. Et il va varier entre 20 et 95. La VMA, elle est directement liée à ce VO2 max. En fait, on peut mettre les deux paramètres en relation grâce à la formule VO2 max est égal à VMA fois le coût énergétique, ou économie de course, exprimée en millilitres par kilogramme par kilomètre. Ce coût énergétique, il est dépendant bien sûr de chaque coureur, avec une valeur moyenne autour de 210 millilitres par kilogramme par kilomètre. Donc au final, on a la formule établie VO2 max égale 3,5 fois VMA. On peut donc considérer que le VO2 max représente la capacité du moteur, tandis que la VMA représente la vitesse que ce moteur peut produire. Donc la vitesse VMA, c'est donc la traduction et l'expression du VO2 max sur le terrain, ni plus ni moins. C'est pour cette raison d'ailleurs qu'on utilise les séances de VMA, c'est pour développer les capacités aérobie du coureur. Attention, cependant, une erreur fréquente qui revient, avoir une grosse VMA, ça ne vous garantit pas automatiquement de grosses performances. L'endurance aérobie, l'économie de course, l'expérience bien sûr, la technique de course et puis bien sûr la régularité, le volume et la fréquence d'entraînement, ça joue un rôle majeur
dans le développement et l'atteinte réelle des performances maximales d'un coureur donné. Alors justement, parlons intensité. Les séances VMA, ça correspond à quelle intensité de travail? Alors quand on parle de travail de VMA, notamment pour les distances allant du 10 km au marathon, c'est ce dont on parle ici sur la chaîne, courir sans blessure, on se situe entre 95% et 105% de la VMA. Cette zone d'intensité, elle permet de solliciter la puissance aérobie. Alors plus les fractions courues sont courtes, plus il va être possible de vous rapprocher du haut de la fourchette, 105% de VMA quand vous allez courir. A l'inverse, plus vous allez courir des fractions longues, et plus l'intensité doit être légèrement réduite pour maintenir la qualité de la séance et puis pouvoir la finir. Donc plutôt 95% de la VMA. Okay, de manière générale, la VMA longue donc se travaille autour de 95% et la VMA courte entre 100 et 105%. Voilà, c'est les deux types de séances que l'on peut faire en travaillant la VMA. Donc bien sûr, c'est des repères généraux qui doivent être adaptés au niveau du coureur. Alors justement, approfondissons VMA courte et VMA longue. Tout d'abord, la VMA courte, ça correspond à des efforts relativement brefs. On va retrouver la fraction de 200 mètres ou 30 secondes d'effort si, par exemple, on souhaite travailler au temps, avec un temps de récupération sur 100 mètres ou, si on travaille au temps, égal au temps de travail, ou jusqu'à 40 secondes dans ce cas-là, du 200 mètres, si on fait un 30 secondes, ça c'est si c'est nécessaire, la récupération, elle est trottinée ou 50% de VMA si possible, et on ne marche jamais. L'intensité, c'est entre 100 et 105% de la VMA. Ensuite, on a la fraction de 300 mètres ou 1 minute d'effort si on souhaite travailler au temps, avec une récupération encore sur 100 mètres ou si on travaille au temps égal au temps de travail, ou un peu moins, mais pas moins de 45 secondes, sinon ça va être un petit peu chaud pour finir. Et bien sûr, la récupération se fait en trottinant ou 50% de VMA si possible, mais on ne marche jamais. L'intensité ici, pour le 300 mètres, c'est 100% de VMA. L'objectif ici, c'est de courir à l'intensité souhaitée, tout en maintenant une bonne qualité technique, avec une récupération bien sûr incomplète, afin d'obtenir une très forte sollicitation cardiovasculaire et un développement de la VMA. Okay, maintenant, voyons la VMA longue. Ça correspond forcément, comme le nom l'indique, à des efforts plus longs. On va retrouver la fraction de 400 mètres, ou 1 minute 15 d'effort si on souhaite travailler au temps. On va avoir aussi des fractions de 500 mètres, ou 1 minute 30 d'effort si on souhaite travailler au temps. Et on peut monter même jusqu'à un 600 mètres, ou 1 minute 45 d'effort si on souhaite travailler au temps. Alors ici, vous l'aurez compris, l'intensité d'effort, elle va se situer à 95%, autour de 95% de VMA. Pour la VMA longue, le temps de récupération se fera plutôt sur 200 mètres. Si on travaille au temps, c'est égal au temps de travail ou un peu moins si possible, vu que l'intensité est un peu plus basse. Et la récupération, bien sûr, toujours en trottinant, ou si possible 50% de VMA. Bien sûr, on ne marche pas. L'objectif ici, cette fois, c'est de courir à l'intensité souhaitée en maintenant un effort important sur une durée plus longue, afin d'accumuler davantage de travail en étant proche de la consommation maximale d'oxygène, ce qui va permettre une forte sollicitation cardiovasculaire, mais plus longtemps, pour obtenir une meilleure capacité de soutien de la VMA. Donc du coup, maintenant, voyons la correspondance entre fréquence cardiaque maximale et VMA. Alors c'est une question qui revient très fréquemment. Est-ce qu'il faut utiliser comme repère la fréquence cardiaque ou la vitesse ou l'allure pour gérer ces séances de VMA? Alors je vous le dis tout net, pour la VMA, l'unique référentiel, c'est l'allure ou la vitesse. Parce que la latence de la fréquence cardiaque à la hausse comme à la baisse ne permet pas de gérer de manière fiable la séance de VMA. Alors cependant, c'est quand même intéressant de connaître les correspondances entre les deux référentiels. On considère généralement qu'il existe un petit delta, donc un différentiel de 5% entre le pourcentage en fonction de la VMA et le pourcentage d'intensité en fonction de la fréquence cardiaque. Je vous donne un exemple concret, comme ça c'est plus clair. Si vous courez à 85% de VMA, on estime que vous serez à 90% de fréquence cardiaque. Vous courez à 90% de VMA, vous serez à 95% de fréquence cardiaque. Et si vous courez à 95% de VMA, vous serez donc à 100% de la fréquence cardiaque maximale. Mais attention, si vous êtes à 100% de VMA, vous serez aussi à 100% de FC max. Fréquence cardiaque max. Pourquoi? Parce que en fait, c'est une simple raison physiologique. Votre cœur, il a atteint son max à 100% de FC max. C'est physiologique, c'est mécanique. Donc le delta de 5% ne s'adaptera pas, ne pourra pas se mettre en place, puisque à 100% VMA, vous ne pourrez pas être à 105% de FC max. Vous serez aussi à 100% de FC max. Voilà. Donc tout ça, ça vous montre en tout cas un petit peu l'intensité pour vous rendre compte de ce que c'est au niveau cardiaque quand vous êtes à tel pourcentage de VMA. Alors voyons à présent un exemple concret de séance de VMA courte. Voilà, alors un classique, après un échauffement de 15-20 minutes en endurance fondamentale, je vous mets ici en fiche la vidéo, le guide complet sur l'endurance fondamentale qui vous détaille tout à ce sujet. Donc je vous invite à aller la visionner après celle-ci
si vous souhaitez bien sûr tout apprendre sur l'endurance fondamentale. Donc après cette endurance fondamentale, vous faites quelques gammes athlétiques, talons-fesses, montée de genoux, griffé au sol, etc. et quelques accélérations progressives pour vous mettre en jambes. Ensuite, vous réalisez 2 blocs de 8 à 12 fois 30 secondes travail, 30 secondes récup ou 200 mètres travail, 100 mètres récup à l'intensité de 100 à 105% de VMA, récupération trottinée ou 50% de VMA si possible. Entre les 2 blocs de travail, vous pouvez mettre 3 minutes à 50% de la VMA. Cette séance, elle est particulièrement intéressante pour cumuler un certain volume de travail à VMA inatteignable en continu. C'est l'intérêt. Voici maintenant un exemple de séance de VMA longue. Alors, tout comme pour la VMA courte, un échauffement. Donc là, après 15-20 minutes en endurance fondamentale encore, hein, vous pouvez toujours aller voir la vidéo que je vous ai mis en fiche pour l'endurance fondamentale, pour l'allure, pour l'intensité. Quelques gammes athlétiques et quelques accélérations progressives. Vous réalisez 2 blocs de 5 à 6 fois, 1 minute 30 de course, 1 minute 15 de récup, ou 5 à 6 fois, 500 mètres de travail, 200 mètres de récup. Intensité, 95% de la VMA. Trottinée pour la récupération, ou 50% de VMA si possible. Et entre les 2 blocs, vous mettez également 50% de la VMA pendant 3 minutes. L'objectif, c'est de maintenir une allure régulière du début à la fin. Dans tous les cas, pour tous les types de séances VMA, si les dernières fractions de travail sont impossibles à tenir, c'est généralement que l'allure que vous avez choisie est inadaptée, trop ambitieuse, et ou que l'allure de récupération a été trop élevée. Alors voyons à présent une planification hebdomadaire type, et on va parler aussi du volume d'entraînement à VMA. La question du volume est essentielle quand on parle VMA. Beaucoup de coureurs à pied d'endurance réalisent trop de VMA et pas assez d'endurance fondamentale. Ça, c'est un problème majeur. Or, pour la majorité des coureurs à pied d'endurance, une séance de VMA par semaine, c'est largement suffisant. Et pour les coureurs débutants, ils progresseront d'abord pendant plusieurs mois sans réaliser aucune séance de VMA. Puis après un premier test, on pourra en mettre une toutes les 2 semaines, hein, et puis voilà, c'est une bonne fréquence pour commencer. Donc très progressif, il faut être très progressif. Sachez que l'essentiel du développement et des progrès en course à pied d'endurance repose sur l'endurance fondamentale, 70 à 75% du volume global d'entraînement hebdomadaire. Vous aurez bien sûr toutes les précisions dans le guide complet que je vous ai mis en fiche et que je vous invite à aller voir suite à cette vidéo. Donc n'oubliez pas d'aller la visionner, bien sûr suite à celle-ci, si bien sûr vous souhaitez tout apprendre sur l'endurance fondamentale. Voilà, donc c'est très important de comprendre ça. Et concernant le volume de travail à VMA, on retrouve généralement entre 3 et 6 km de travail selon le niveau du coureur, la période de la saison et l'objectif préparé. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les séances de VMA, elles doivent être considérées comme un outil parmi tant d'autres permettant de tirer vers le haut toutes vos allures de course situées en dessous de votre allure maximale aérobie, donc de votre VMA. Voilà. Mais ce travail, il ne doit pas constituer l'intégralité, la majorité de l'entraînement. Sinon, c'est contre-performance assurée, surentraînement et blessure. Par exemple, donc, pour un coureur à 3 séances hebdomadaires, on pourra faire ceci. Un footing de 45 minutes à 1 heure en endurance fondamentale, une séance de VMA et une sortie longue de plus d'1 heure en endurance fondamentale, avec éventuellement de l'allure spécifique intégrée à l'intérieur. Ça représente une bonne planification. Et ensuite, selon le nombre de séances à disposition au fur et à mesure de l'évolution du niveau du coureur et de son objectif, on pourra se permettre d'ajouter et de dissocier certaines séances sur cette bonne base. Mais il est important de ne pas oublier que pour les débutants, les séances VMA sont inutiles. Il faut d'abord se construire un bon socle aérobie et réaliser un bon travail en endurance fondamentale, ainsi que bien sûr habituer ses muscles à l'effort de course avant de pouvoir réaliser un test. Parce que sinon, qu'est-ce qui se passe? Il y a trop de facteurs limitants, cardio-respiratoires et musculaires. Et du coup, ça viendrait invalider les tentatives de séance VMA et les tests. Alors justement, en parlant de tests, je vais vous présenter les principaux protocoles d'évaluation de la VMA. Alors on va voir ici les principaux tests qui permettent de mesurer cette VMA. Moi, j'en ai retenu 4 qui pour moi sont les meilleurs pour leur fiabilité et leur simplicité de mise en place, avec en plus le facteur de progressivité pour les meilleurs d'entre eux. Je vais commencer par celui que je vous recommande le moins parmi ces 4 tests, pour finir par le gagnant, que je vous recommanderais justement d'adopter pour réaliser votre test, d'autant plus si vous allez effectuer votre premier test VMA. Mais il fonctionne parfaitement bien, même si vous êtes déjà un coureur confirmé. Donc c'est un test vraiment efficace et fiable. Le 4e de la liste, ça sera le demi-Cooper. Alors le principe est simple, vous courez sur une piste d'athlétisme de 400 mètres,
pendant 6 minutes à l'intensité la plus élevée possible. La distance que vous allez parcourir, elle va vous permettre ensuite d'estimer votre VMA en prenant la distance réalisée que vous allez diviser par 100. Exemple, vous faites 4 tours de 400 mètres, ça fait 1600 mètres. Votre VMA, elle est donc de 1600 divisé par 100, 16 km/h. L'avantage, c'est la simplicité, mais l'inconvénient majeur, c'est qu'il nécessite une excellente capacité à gérer son effort. Donc inadapté aux novices sur la VMA et encore plus aux coureurs qui vont réaliser leur premier test VMA. Alors voyons maintenant le troisième de la liste, le luc léger. Vous avez peut-être déjà entendu ça, c'est le fameux test navette qu'on met dans les différentes évaluations sportives, à tout va. Alors, on fait des allers-retours entre deux repères, espacés de 20 mètres avec des bips sonores. La vitesse augmente progressivement, ça c'est cool, jusqu'à ce que vous décrochiez ou jusqu'à l'arrêt du test. Il est facile à mettre en place, mais le problème majeur, c'est que les demi-tours répétés que vous faites sans cesse, ils vont avoir tendance à influencer négativement les résultats et à sous-estimer votre VMA en tant que coureur. Pourquoi? Parce que ça va correspondre davantage pour les pratiquants de sport collectif, notamment de petits terrains, handball, basket, plutôt qu'à des coureurs à pied d'endurance. Donc je vous le déconseille. Voyons à présent le second test. C'est le léger bouché. Vous êtes sur une piste d'athlétisme, vous avez donc 400 mètres, des plots espacés de 50 mètres, on démarre à 8 km/h et ensuite 1 km/h toutes les 2 minutes de plus, hop, selon des bips sonores. Alors c'est fiable, ça permet une bonne estimation de la VMA, mais le problème c'est que la distance entre les plots fait qu'on a du mal à gérer son allure à chaque palier. Et puis l'augmentation de la vitesse toutes les 2 minutes de 1 km/h n'est pas assez progressive pour les débutants. Voilà, pour ceux qui vont passer un premier test notamment. Donc du coup, je vous recommanderais plutôt le prochain test qui est le grand gagnant de la liste comme vous l'aurez deviné, et c'est le test VAM-EVAL. Pour moi aujourd'hui, c'est le meilleur compromis entre la simplicité, la précision, la reproductibilité et la progressivité surtout. C'est celui que je recommande dans la majorité des cas. Alors, le principe, il est très simple. C'est le petit frère du léger bouché, le précédent. Comme pour le test précédent, le léger bouché, vous courez sur une piste d'athlétisme de 400 mètres idéalement, en suivant toujours les bips sonores, avec un départ encore une fois à 8 km/h, mais cette fois-ci, vous avez des plots espacés de 20 mètres, pas de 50 mètres. Et l'augmentation de la vitesse se fait de plus 0,5 km/h toutes les minutes. Donc, la vitesse augmente plus progressivement, ce qui est particulièrement adapté à ceux qui font un premier test, aux débutants. Et bien sûr, la distance plus faible entre les plots permet de mieux gérer son allure à chaque palier. Il y a moins de décrochage. Donc, pourquoi je vous recommande le VAM-EVAL? Vous l'aurez compris, parce qu'il est très progressif, qu'il est simple à mettre en place. Bien sûr, si vous voulez faire le vrai protocole, il faut du matériel, une piste d'athlétisme. Et aussi, surtout, parce qu'il est largement utilisé et fiable. Voilà, il permet de fournir des résultats cohérents pour construire par la suite toutes vos allures d'entraînement. Voilà, donc moi, je vais vous simplifier la vie et je vais vous donner maintenant 2 astuces pour réaliser ce test VAM-EVAL sans piste ni matériel. Première solution, aller sur un tapis de course. Alors, vous allez voir qu'il y a des petits inconvénients. Il suffit de vous faire assister par un partenaire d'entraînement qui va gérer pour vous les augmentations de vitesse toutes les minutes. Et vous n'avez plus qu'à vous concentrer sur votre test et sur votre course. Bien sûr, je vous recommande de mettre 2% d'inclinaison pour vous rapprocher du plat en extérieur. Mais justement, c'est ça l'inconvénient, c'est que le tapis de course, ça va avoir tendance à surestimer la VMA par rapport à l'extérieur. Donc si vous vous entraînez principalement dehors et que vous préparez une course notamment, donc en extérieur, votre VMA, elle devra probablement être revue à la baisse parce que vous aurez une VMA surestimée. Donc c'est pas terrible. Donc le mieux pour pallier à ça, c'est d'utiliser votre montre cardio GPS qui va vous permettre de suivre une allure précise et bien sûr, vous allez pouvoir même peut-être avoir la vitesse en km/h, la vitesse instantanée, comme c'est le cas sur la mienne. Donc vous pouvez donc reproduire le protocole du VAM-EVAL sur une portion plate en extérieur, là où vous aimez courir, en vous aidant soit des alertes de vitesse si vous pouvez programmer, soit simplement en regardant régulièrement votre montre. Donc le problème est résolu. Plus besoin d'avoir une piste d'athlétisme, plus besoin d'avoir du matériel, plot, bande sonore. Donc là, ça vous affranchit de toute contrainte et vous pouvez faire votre test VAM-EVAL où vous le souhaitez, en conservant bien sûr le plat. Voilà, donc pour conclure, la VMA, c'est un outil indispensable, vous l'aurez compris, pour le coureur à pied d'endurance. Ça va permettre de s'adapter à votre niveau à l'instant T du test, de développer votre VMA, bien sûr au fil des séances VMA que vous allez réaliser, de pouvoir réaliser toutes vos allures ensuite, déterminer toutes vos allures de travail à l'entraînement, et puis bien sûr ça va vous permettre de suivre votre progression en fonction de vos perfs à l'entraînement via des tests VMA de contrôle et lors de courses que vous allez éventuellement réaliser. Alors cependant, la VMA, ça doit jamais être considéré comme le seul indicateur de performance. Retenez bien
que la progression en course à pied d'endurance, elle repose très fortement sur l'endurance fondamentale. Ainsi bien sûr que sur la régularité, le volume et la fréquence d'entraînement. Sans oublier les indispensables, la récupération, la technique de course et l'expérience de course. Voilà, donc je vous recommande donc d'utiliser la VMA comme un outil et un repère de forme, mais gardez toujours une vision globale de votre entraînement. Voilà, c'était le mot de la fin. Avant de vous laisser, je vous rappelle que si vous débutez la course à pied d'endurance et que vous ne courez pas plus de quelques minutes sans pause et que vous souhaitez que tout ça change, ou encore si vous êtes dans le rouge dès que vous courez en continu et que vous souhaitez y remédier, ou enfin si vous courez déjà par exemple autour de 30 minutes en continu, mais que vous désirez revoir et renforcer les bases pour repartir du bon pied, alors vous pouvez vous inscrire pour recevoir votre programme en ligne offert. Alors ça comprend le programme d'entraînement, là ça sera un programme sur 16 semaines qui vous permettra à l'issue de courir 45 minutes sans pause, en totale aisance respiratoire et sans blessure bien sûr. Et vous aurez également un accès à 5 vidéos qui vous apprendront les bases du running. C'est le premier lien dans la description sous cette vidéo. Enfin, si vous souhaitez préparer un premier 10 km ou éventuellement revoir la copie d'une première préparation de 10 km qui ne se serait pas bien déroulée, ou encore si vous voulez progresser rapidement en toute sécurité avec un objectif réaliste et réalisable en ligne de mire, tout en conservant le fun du running, vous pouvez rejoindre mon programme Courir son premier 10 km sans blessure. C'est une méthode éprouvée pour les débutants complets et les coureurs débutants en stagnation. Donc c'est le deuxième lien dans la description sous cette vidéo. Si cette vidéo vous a aidé et plu, abonnez-vous à la chaîne et laissez-moi un petit pouce en l'air. Et dites-moi dans les commentaires, avez-vous déjà réalisé un test VMA? Si oui, lequel? Et sinon, lequel de ceux que je vous ai présentés comptez-vous choisir? Je lirai tous vos commentaires, j'y réagirai et je répondrai si vous me posez une question. C'était Karim, je vous dis à très vite sur la chaîne Courir sans blessure, dans le programme en ligne offert si vous décidez de vous y inscrire, ou encore dans le programme en ligne Courir son premier 10 km sans blessure si vous décidez de passer aux choses sérieuses. Bye!